Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre édition de 11 Montréal, édition de fin de saison. On est le jeudi 26 octobre. On est en matinée. Et ce sera l'émission bilan sur le CF Montréal. En fait, on va réagir peut-être et on va tenter de réfléchir par rapport au bilan. On a voulu prendre quelques jours justement pour décanter toute cette actualité. Alors, on est là aujourd'hui avec 11 Montréal. Merci encore de nous télécharger cette année. Frédéric Laure, avec vous, votre humble serviteur. Y a-t-il une phrase plus éculée que ça, humble serviteur? Le capitaine, éternel, il faut le souligner, et le surligné, M. Patrice Bernier est là. Bonjour, M. Bernier. Merci Fred. Bonjour à tout le monde. Le bon Vincent Détouche, docteur en soccer, il faut le souligner. M. Détouche, bonjour. Bonjour tout le monde. T'es notre plus intelligent, c'est pour ça que je t'appelle docteur aussi. Ah oui? T'es de loin notre plus intelligent. Sans rien vous enlever, les deux, là, vous êtes pas des poubelles, mais Vincent, là. Tu viens juste de nous tuer, là, Fred. Ah, tout de suite. En disant ça, c'est sûr que là, nous, on est moins intelligents. Il faut incarner. Il faut, l'animateur. Tu dis Monsieur l'intelligent, fait que ça dit, ça, c'est son titre. Mais tu dis plus intelligent, ça définit que nous, on est moins intelligents. Exactement. Mais un bon animateur permet aux auditeurs de vite comprendre et de cerner qui sont les interlocuteurs. Alors, je le fais pour ça aussi. Et, parlant de bien cerner qui sont nos interlocuteurs, M. Daddy Love, qui est de retour. M. Daddy Love. Bonjour. Kevin Laramé. Docteur en love, justement. C'est ça, docteur en amour. Puis, pour t'avoir côtoyé de plus près cette année, je pense que c'est amplement mérité. Honoris causa en love, assurément. OK. Commençons. Écoute. On va en reparler de tout ça, les amis, quand même. Hein. Oui, ma femme m'appelle, justement. Je dis, non, chérie, tout est beau, inquiète pas, tout est beau, inquiète pas, tout est beau. Non, mais c'est pas. En love. C'est lui qui t'a trouvé le surnom Daddy Love, non? J'ai pas dit sexualité, là. J'ai pas dit sexualité nécessairement, quoique. Moi non plus. Il pourrait avoir un. C'est intéressant que t'en parles. Kevin, il y a une majeure en amour puis une mineure en sexualité aussi. Exactement. Voilà, OK. Puis un doctorat ultimement en relation. OK. Avant d'aller dans le bilan, on peut pas passer à côté parce que ça a rythmé l'actualité au Québec particulièrement, si vous nous écoutez du Québec. En fait, de Montréal aussi, l'affaire, ce qu'on pourrait appeler maintenant l'affaire Jérémy Filosa. Écoutez, on n'a pas grand-chose de plus à vous apprendre. On voulait juste mentionner là, qu'on en est conscient, mais on peut pas vous apprendre. Je pense pas qu'on puisse vous apprendre plus que ce que vous savez présentement. On en sait autant que vous. Je pense que tout a été dit ou beaucoup a été dit là-dessus. On est vraiment, vraiment désolé des répercussions que ça va avoir sur la vie de Jérémy et sur sa pratique. On l'a reçu cette année. C'est un collègue avec nous. Alors, on est vraiment déçus de tout ça. On n'a pas grand-chose d'autre à ajouter à contribuer au débat, sinon que c'est dommage, c'est déplorable qu'on en arrive là aussi. Écoutez, il y a des amis aussi comme Mathias Vanal, dont le contrat n'a pas été renouvelé. D'ailleurs, il faut peut-être souligner, c'est peut-être ça qu'on peut dire aux gens, c'est que c'était des contrats d'1 an pour tous les descripteurs de la MLS. Alors, personne, techniquement, a des contrats pour 2024 jusqu'à présent. Là. On fait pas pitié, là, mais ça, c'est la réalité. Mathias Vanal, donc, revient pas non plus, semble pas revenir dans tout ça. Alors, c'est bien dommage. Voilà. Est-ce que quelqu'un, Pat, tu veux rajouter, Vincent? Écoute, moi, simplement, c'est sûr, c'est quand quelqu'un sait son gagne-pain ne continuera pas, c'est toujours déplorable, c'est sûr. Moi, j'y vais aussi parce que je sais quand c'était joueur, quand je savais qu'un joueur n'allait pas être continué, c'est toujours décevant. Là, à savoir, comme j'ai dit, on ne connaît pas le fin fond des choses parce que nous-mêmes, on n'a pas la continuité de notre propre futur pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est une conversation que j'ai. Je veux souligner, par contre, Pat, là, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, on parle de nous-mêmes, mais c'est l'ensemble, autant anglo, franco, puis espagnol des descripteurs. OK? Oui, quand on ne sait pas ce qui arrive pour 2024 pour les l'instant. francophones, mais tout le monde qui a travaillé pour la MLS, peut-être à part Taylor Twelman, parce que c'est clair, c'était le poster boy de Apple, mais tout le monde était sur un contrat d'une année, et donc en attente de savoir si l'année prochaine, nous pourrons continuer à donner du service envers Apple et la MLS. Ce qu'on entend en même temps aussi, on n'a rien entendu du fait que le service franco allait être édulcoré ou du moins charcuté aussi. Le service franco va rester au mieux, au pire, le même, au mieux va se bonifier. Voilà. OK.
Oui, Attends, je vais Vincent? dire aussi, je ne sais pas trop quoi rajouter à ce que vous avez dit parce que dans le fond, quoi dire à part d'autres qu'on est triste. Honnêtement, moi je suis triste. Je souhaite à personne de perdre son emploi. Bon, mais il n'a pas perdu, il n'a pas été renouvelé, mais ça revient au même. Il a perdu un gagne-pain dans l'histoire. Je pense pas que ce sera le seul parce que vous venez d'en parler. À la fin de l'année, tout le monde, tous les commentateurs vont parler au patron de la MLS et d'Apple. Puis ce serait étonnant que tout le monde fasse le pont vers 2024, mais dans le cas dont on parle, c'est Jérémy, puis il y a un contexte qu'on peut pas occulter, qui est quand même nébuleux. Moi, je sais pas, et j'ai parlé à Jérémy lundi soir, fait que je savais ce qui allait sortir ou ce qu'il allait dire et tout ça. J'ai rien appris, mais je sais pas si c'est vrai que le CF Montréal a joué un rôle là-dedans. J'en ai aucune idée. Mais si ça s'avère, c'est quand même curieux et pas nécessaire, à mon sens, qu'ils sortent à ce point de leur chemin pour barrer quelqu'un qui commente même pas le CF Montréal pendant l'année. Comme a dit Pat, par contre, comme vous avez dit, on s'en est souvent parlé pendant l'année. Au début de l'année, ce qu'on peut dire aussi, ou l'an dernier, c'est que le CF Montréal a donné une liste de noms, des suggestions à la MLS, à Apple, de suggestions de commentateurs francophones. De ce que je pense savoir, Pat, tu me confirmes si j'ai tort, mais le nom de Jérémy Filosa y était. Donc CF Montréal propose d'entrée de jeu. Donc s'il s'est passé quelque chose entre eux, c'est pendant l'année. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, tout ce que je leur dirais, c'est ce que j'ai dit aussi à Jérémy lundi soir, c'est parlez-vous. Je ne sais pas si c'est réversible à ce stade-là, honnêtement, mais au moins, je pense il y a des choses à éclaircir entre eux. Et je ne sais pas si ça peut être beaucoup, beaucoup mieux, mais ça peut être mieux que c'est maintenant. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux que se parler par médias interposés à ce stade parce que Jérémy a parlé. Je ne sais pas s'il va avoir une réponse, mais parlez-vous. Honnêtement, je pense que c'est pour le bien de tout le monde et vraiment très, très, très triste pour Jérémy, sincèrement. Kevin, Voilà. est-ce que tu voulais rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Ou Oui, c'est moi, j'ai eu bon? la chance de travailler quelques fois avec Jérémy cette année. Justement, toujours apprécier mon temps avec Jérémy. Je lui souhaite le mieux dans ce qui peut continuer avec le 98.5 et tout. Et comme vous avez dit, c'est dommage. On ne souhaite jamais ça à personne. Donc, Hmm. je souhaite le mieux pour la continuation. OK, bilan. Là, on s'est parlé au CF Montréal. Le bilan était D'accord. mardi, on s'est parlé pas mal. Je veux commencer fort, en fait, pour ceux qui nous écoutent. L'avenir d'Hernan Losada, je pense que c'est ça qui ressort de cette... Ultimement, si on avait une chose, si on avait à percoler tout ce bilan qui a duré 2 heures et quart et sortir une chose, c'est l'avenir d'Hernan Losada. Moi, je pense que de ce qu'on a vu mardi dernier, Losada est plus là. Losada sera pas là. Moi, si j'avais à parier, il sera pas là en 2024. Et c'est pas un choix personnel. C'est juste que ce que je lis de tout ça, entendu que, et Pat, je veux t'entendre après ça là-dessus. Entendu que, Olivier Renard, quelques jours avant le match, le dernier match de la saison, dit on prendra pas une décision sur le dernier match de la saison. Les décisions, en gros, sont toutes prises. Entendu que, c'est pas une conversation cette semaine avec Losada qui va changer l'opinion ou l'évaluation que fait le club de son travail, surtout qu'on s'est parlé tout au long de l'année et qu'on a été là tout au long de l'année avec lui et qu'on était à proximité. Puis entendu qu'on laisse Victor Wanyama aller au micro avant Losada dans les circonstances pour dire « Hey, il était pas trop top », c'est un peu l'envoyer au Lion. Après, Losada de le faire passer, à mon avis, après 4 joueurs. Je vois mal comment un Hernan Losada peut revenir en 2024. Pat? Ben, la facteur de passer les joueurs, moi, je ne suis pas contre parce que Hernan Losada a la chance d'entendre ce que les joueurs disent. Parce que s'il passe en premier puis que les joueurs passent après, bah, toi, tu peux dire ouais, tout va bien. Puis finalement, les joueurs, ils disent non, ça n'allait pas bien. Fait que tu parais comme quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai toujours été. C'est mieux que certains parlent en premier, puis toi, tu parles en dernier. Fait que tu sais exactement ce qui s'est dit. Ça, c'est mon côté, mais ça, c'est l'aspect de mettre les joueurs en premier, mettre le coach en premier. Parce qu'oubliez pas, l'année passée, on a mis Wilfried Nancy en premier. Parce que les joueurs ne savaient pas ou n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas. Peut-être qu'ils allaient l'apprendre là, que le coach, il ne revient pas, puis que là, il ne revient pas. Là, on te pose des questions là-dessus. Donc, ça, le cheminement de qui commence, qui finit, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est clair que ça nous a dit que, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est la communication et surtout avec les vétérans. Et moi, il y a une ligne directrice qui se suit par rapport à pas mal de joueurs. C'est que ça commence déjà, puis je ne parle pas juste de Hernan Losada, je parle sur l'année, c'est Kei Kamara. Moi, ce que je retiens de 2022, c'est que beaucoup de vétérans ont tenu tête
ont pris le leadership de cette équipe-là. Et cette fin de saison, ben, ils sont où? Camara parti, échange. Début de saison, on a dit que c'est les vétérans qui doivent prendre la responsabilité. Ils l'ont pris un peu. Fin de saison, Rudy Camacho n'est plus là. Et Victor Wanyama n'est plus utilisé. Et il reste juste vraiment Samuel Piette. Et Romeo Kyoto revient de loin, ça veut dire. On n'a pas pu compter sur lui dans la saison. Donc, Hernan Losada ne pas être là. Je dis tout pointe pour ça, mais je ne suis pas certain que c'est scellé, ça. Parce qu'à un certain degré, est-ce qu'on veut une continuité, sachant qu'on ne lui a pas donné les outils nécessairement pour avoir les résultats, ou du moins le type d'équipe que lui voudrait faire. Puis on sait qu'un coach, ça prend 2 ou 3 ans que l'équipe soit vraiment ton équipe. La première année, surtout quand tu as un coach qui arrive, c'est l'équipe de quelqu'un d'autre. C'est les pièces de quelqu'un d'autre. Et ils l'ont dit même. Bryce Duke est arrivé, c'était choix déjà d'avant. Donc, en lien avec sûrement quelque chose que Wilfred Nancy a. Opoku, ils l'ont dit, on le surveillait, mais c'est un choix d'avant. Donc, on espérait l'avoir au début de la saison, Opoku, ce que je comprends. Oui. Fait quel joueur là-dedans? Puis là, Opoku, il a dit, si on peut dire que Hernan Losada a dit, ouais, c'est un joueur qu'il voulait. Donc, combien de joueurs vraiment sont arrivés que c'est dans l'ossature de ce que Losada veut présenter? Donc, mais attends, je t'interromps, Pat, mais je te comprends, puis c'est raisonnable tout ce que tu dis, mais avec ce qu'on a vu mardi, j'ai dit que c'est pas scellé. J'ai pas dit que son sort est probablement un pas dans une direction qu'on sait tous, mais moi, je pense pas que c'est si scellé que ça. Et puis que malheureusement, les 9 derniers matchs ont peut-être été beaucoup plus néfastes, et surtout peut-être la sortie de Samuel Piette de Losada. Qu'avant ça, avant ces 9 matchs-là, je pense qu'il est plus ici que non. Et là, depuis les 9 matchs, je pense que ça a juste fait reculer les choses en sa faveur. Mais comme je dis, s'il est entraîneur, est-ce qu'il y a une conversation qu'il peut avoir contre? La conversation va être qui devrait avoir cette semaine, qui ont annoncé qu'il y aurait, va sceller ça? Oui, moi je pense qu'il a déjà peut-être certaines choses, mais je ne suis pas sûr que la conversation. Parce que pendant la saison, tu as tes bagarres, si on veut dire, entre coach, GM, mais tu n'évalues pas ta saison. Là, le coach, lui, il peut dire voici comment moi j'ai travaillé. J'ai essayé de recadrer le départ de saison. J'ai fait mon possible. J'ai quand même fait pas pire. Là, je dis que le coach va se battre pour sa place. Là, le club, eux, ils vont dire ben, tu ne cadres pas la philosophie qu'on croyait qu'on voulait avoir. Là, après ça, la question se pose, c'est qu'on le savait tous quand lui il est arrivé que ça n'allait pas être le même style que ce que Thierry Henry a fait et que Wilfried Nancy a continué. Donc là, est-ce que le club va vraiment vouloir changer et amadouer pour Hernan Losada? Moi, je dis que ce n'est pas complètement scellé, mais que son sort est plus vers sortie de Montréal que de rester. OK. Kevin, je viens à toi dans quelques secondes, mais je veux d'abord aller vers Vincent. Est-ce que c'est la poignée que tu veux pour entrer dans cette réflexion-là? Est-ce que Losada revient ou peut revenir en 2024 avec ce que tu as vu au bilan? Je vais faire ça en 2 temps. Je vais d'abord revenir pour que vous compreniez les bases de ma réflexion et de la réponse à cette question. À ce que je disais il y a quelques semaines à cette antenne et ailleurs. Je disais que pour moi, l'enjeu de la fin de saison, c'était pas est-ce que le CF Montréal se qualifie ou non. Parce qu'ultimement, il n'y a pas de différence à mes yeux entre terminer 9e et jouer un match de plus, peut-être une défaite hier à Charlotte, et terminer 10e comme c'était le cas samedi. C'est le même constat. Peu importe quelque part, on avait déjà assez de données puis d'observations pour se faire une certaine idée de la tendance. L'enjeu de la fin de saison, à mes yeux, ce que je disais, c'est est-ce qu'on voit des bases assez solides et une tendance encourageante ou satisfaisante pour se dire oui, on conforte ce projet sportif piloté par Hernan Losada. C'est ça l'enjeu, parce qu'on n'avait pas la réponse il y a quelques semaines et le fait est qu'on est en plein dedans, on l'a toujours pas. Elle est là ma réponse. Et je vais aller un petit peu au-delà de ce que vous avez dit, parce qu'il y a des éléments très concrets, la communication, les vétérans. Moi, quand j'ai vu ce bilan-là, quand Olivier Renard s'est amené sur l'estrade, je me suis dit, oh boy, à ce moment-là, tu as 6 joueurs qui sont passés, l'entraîneur, je me dis, il y a le feu là. Là, c'est incroyable, je ne sais pas comment il va gérer ça. Je l'ai trouvé plutôt bon sur le ton. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, il fallait montrer qu'il y avait un pilote dans l'avion. Et il est arrivé, il était calme, posé, lucide, il a posé des bons constats,
Et de ce point de vue, je trouve que d'un point de vue partisan, c'est rassurant parce qu'on se dit, OK, là, au moins, il n'a pas trop de choses dans son angle mort. Mais il est arrivé, il a été honnête, il a dit, je ne sais pas. Je résume, si Hernan Losada sera l'entraîneur l'an prochain. Donc, quand il dit ça, il émet un doute. Et il n'y a pas de demi-tour sur ce doute-là. Une fois que le doute, il est posé, qu'est-ce que tu veux faire? Comment, dans 3 semaines, il peut revenir sur la même estrade et dire, oui, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme, je lui donne pleinement ma confiance, alors qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a le doute. Que ce soit vous, nous, les journalistes, mais pas seulement là, les partisans, l'organisation et les joueurs. S'il revient, après ce qui s'est passé là, on va tous, et les joueurs en premier, se dire qu'il est en sursis. Et je pense que ce n'est pas une bonne base pour 2024. Et de ce point de vue-là, pour extrapoler sur ce que disait Pat, parce qu'il a raison, Losada n'avait pas l'équipe qu'il voulait. Mais tu fais quoi si tu es Olivier Renard rendu là? Alors que tu as ce doute-là. Tu fais quoi pendant l'entre-saison? Tu fais une équipe pour Losada alors que toi-même, tu ne sais pas s'il va continuer 6 mois, 1 an ou 2 ans. Tu ne le sais pas. Tu prends ce risque-là. Ou tu fais une équipe que toi, tu vois en se disant, hey, parce qu'il l'a dit, Renard, on n'était pas censé jouer comme ça cette année. Fait qu'il continue à faire son équipe en espérant que Losada s'ajuste, mais on va rencontrer les mêmes problèmes. Fait moi, je ne vois pas, ma réponse, c'est pas une prédiction, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver, mais mon constat, c'est que je ne vois pas comment il peut continuer. Voilà. On est pas mal à la même page. Puis, Kevin, je vais rajouter ça aussi. Dans la manière, dans la structure que ce bilan a été fait, écoute, moi, j'ai vérifié auprès des amis qui sont en communication. Puis vous allez me dire, c'est pas une entreprise de CF Montréal, c'est un club de soccer, c'est pas la même affaire. En même temps, quand tu envoies 4 joueurs qui vont se plaindre d'un coach, en entreprise, ce serait que tu envoies 4 employés qui vont dire que ton VP est pas trop bon puis qu'on n'est pas sûr s'il devrait revenir. Comment s'est senti Losada? Moi, j'avais un peu pitié de lui. Hein? Comment tu peux revenir dans ce club-là puis dire, hey, c'est mon club, ce club-là a mon bac, a mon dos, j'ai pas de couteau dans le dos. Il s'est fait mettre au pied du mur, il est arrivé, remonté comme un coucou, il est arrivé avec des notes, il a parlé seulement en anglais, c'est-tu un faux pas, mais en même temps, moi, j'ai tellement compris, il voulait être sûr d'être efficace puis d'être clair, que le message, il le contrôle. On a mis Losada dans une très mauvaise position et à la limite, pour un gars qui est un TVP, qui est un de tes coachs importants, je trouvais qu'en termes de structure, c'est un coup de cochon. Si je peux dire, Kevin, alors, déjà moi j'ai trouvé ce bilan super intéressant d'un point de vue, de tout point de vue. Je pense qu'on soit journaliste ou partisan. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit récemment, et puis je pense que ça devait être le cas, j'ai pas regardé les commentaires, qui disent que c'était rafraîchissant de suivre le CF Montréal parce qu'il y avait une transparence qu'il n'y avait pas ailleurs. Mais là, on était servis, hein, parce qu'honnêtement, je trouvais que c'était pas édulcoré, les joueurs ont pu dire ce qu'ils avaient envie de dire, c'était le fun. Moi, c'est pas tellement... Là, je suis pas d'accord sur la prémisse, mais je suis d'accord sur le constat. Que le fait que Wanyama arrive, ça me dérange pas tellement parce que il a raison, Losada, lorsqu'il arrive et qu'il dit, il a raison. Quand il dit juste à écouter les joueurs, vous savez qui a eu une bonne saison ou qui est content de sa saison et qui l'est pas. Et quelque part, il a pas tort. Wanyama, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Mais il va dire qu'il est pas content, mais ça veut pas dire qu'il a raison. Et Losada, il est en train de dire, voici ceux qui sont avec moi et voici ceux qui sont pas avec moi. Donc, grosso modo, l'organisation et Olivier, vous savez quoi faire si vous voulez continuer avec moi. C'est moins Wanyama qui me dérange quelque part que les positifs de la gang. Parce que même ceux qui sont positifs, tu regardes, moi, j'ai 3 feuilles recto-verso comme ça, là, de notes que j'ai prises. J'ai relu ça ce matin. Tu sais, quand et Waterman et Piet, par exemple, disent faut vraiment qu'on se mette sur la même page l'an prochain parce qu'on n'y est pas du tout. Et la phrase choc, à mon sens, tu sais, de Piet, vous allez me dire c'est une évidence, mais on n'est pas à 2-3 détails près de gagner la Coupe MLS. On sait que c'est pas l'objectif du club en rentrant. Mais quand il dit ça, il parle pas juste de qualité de l'effectif, là. Tu sais, il y a même les positifs, ceux qui disent on a confiance, on a bien travaillé. Même là, tu voyais tous les trucs qui n'allaient pas. Oui, il y a eu des relations malsaines. Oui, la fin de saison a été heurtée parce qu'il y en a qui n'étaient pas dedans. Tactiquement, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on est. Puis l'an prochain, il faudra que ce soit mieux. Boum, boum, boum. Et ça, ce sont les positifs. Oui, mais qui a bu la tasse dans tout ça, dans cette structure? Moi, je parle par rapport à la structure. C'est Losada parce que il est à blâmer. Olivier Renard, il est à blâmer.
Mais c'est la vérité, en fait. Mais c'est pas voir la tâche, c'est-à-dire tu voulais faire comment? À partir du moment où ils ont dit des vérités, si tu les avais pas emmenées, ça veut dire quoi? Que tu caches la vérité? Tu veux pas laisser Wanyama... Non, c'est pas un ou l'autre. Moi, je pense qu'en termes d'entreprise de communication, premièrement, à l'interne, Losada aurait raison de se sentir trahi, je pense, parce qu'il doit se défendre contre son propre club en plus, alors qu'il doit le faire à l'interne. Je veux pas édulcorer, puis ça enlève pas les problèmes, mais en même temps, face au monde, ça édulcore aussi, ça enlève des côtés positifs. Qui a parlé de Mathieu Chouanière et de sa saison après de Jonathan Sirois aussi? C'était plus dans les médias, c'était plus dans le message aussi. Puis, je veux pas être, surtout dans les circonstances avec Jérémy, mais je veux pas être traité de jovialiste, mais il y a des affaires positives dans cette saison. Les gens ont été au stade, il y a eu des bonnes performances, il y a 6 Québécois dans l'effectif, 7 Canadiens. Non? Wilfried, Fred. Oui, mais t'as raison, mais le bilan de fin de saison sans Wilfried, c'était la meilleure saison de l'histoire, c'est négatif. Je vous interromps, j'entends Daddy Love, là, qui a pas. Daddy Love, as-tu quelque chose? Ben, c'est un peu entre un peu le même propos que vous tous, mais j'ai eu l'impression d'assister un peu à une session thérapeutique à air ouverte. Et un peu tout le monde qui avait son petit quelque chose à dire, justement, pour qu'à la fin du compte, on part avec exactement le même point où ce qu'on était rendu au début. C'est justement l'équipe. Côté identitaire, on se pose toujours les questions. L'effectif, côté de l'année prochaine, on a toujours aussi plusieurs questions sur quel côté de l'effectif, la direction de l'effectif. Côté l'entraîneur l'année prochaine, on se pose toujours la même question. Est-ce que c'est solide l'entraîneur qu'on va avoir? Est-ce qu'on se met sur les mêmes bases? Il y a le doute, comme Vincent parlait. Donc, à travers cette session de 2h15 quasiment de thérapie ensemble, je pense qu'on se retrouve au même niveau. Puis même si les choses ont été dites, il n'y a rien de réglé aussi. Donc, on est comme encore d'entre 2 projets, 3 projets, et c'est encore des semaines qui sont gaspillées à non seulement regarder ce qui se passe l'année prochaine, Exactement. mais à ne pas se préparer pour l'année prochaine encore. Non, puis en général, si on parle aussi dans la business, en général, on congédie rapidement les entraîneurs. C'est assez particulier qu'il y ait supposément une rencontre. C'est pour ça que ça me fait dire que peut-être même que Losada le savait qu'il était congédié. Bon, je vais un peu loin, mais peut-être. Ou du moins, en fait, je dis qu'il est congédié, j'assume, mais... Oui, c'est ça que je dis. Moi, je ne suis pas sûr que c'est si scellé que ça. Est-ce que c'est une tangente plus vers ça? Mais je ne suis pas certain que c'est si scellé que ça. Puis comme il l'a dit Vincent, il y a des particularités de joueurs. C'est ça. Mais attends. Je pense qu'ils doivent dévier. Est-ce qu'on veut faire revenir certains de ces joueurs-là? Puis si oui, ben c'est sûr qu'on ne peut pas faire venir. Ça me fait penser à quand? Monsieur Marco Chalibon. Il partait. Avant qu'il parte, vous ne le saviez pas, mais c'était une tangente de s'il revient, mais il y a des joueurs que potentiellement, peut-être ne reviendront pas. Et là, c'était tellement dans l'air, ça a pris 1 mois et quelques, même si je crois qu'on le savait dans l'âme, pour décider, puis peut-être c'est aussi de trouver. Moi, ça me fait penser à Klopas. Ça me fait penser à Klopas. Oui, mais c'est ça, mais c'est Klopas avait l'impression d'avoir tout le temps des couteaux dans le dos. Tu t'approchais, tu lui disais bonjour, puis tu faisais « Hein? Pourquoi tu me dis bonjour? Hein? C'est quoi ton problème? » Parle de Chalibon, c'est là, pour moi, si c'était scellé, on a déjà l'autre entraîneur. Ouais. Puis on dit à l'autre, ciao, bye, et on a déjà commencé à demander parce que tu sais que si tu as besoin de travailler maintenant. N'oubliez pas, Rémi Gall, quand il est arrivé, c'était maintenant. Tu as le temps de travailler, tu as Madoui, connaître le club pour qu'en janvier, tu commences avec ton plan, puis tout le monde sait c'est qui l'entraîneur. Pas en décembre, juste avant Noël, ou ce que là, même si pour certains, ils vont dire que ce n'est pas une grande différence, il faut qu'il fasse le camp, mais il faut quand même que la personne qui est en place comprenne dans l'ossature qui fonctionne. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas scellé. Je vais essayer d'amener la conversation à aller encore plus loin, parce que Vincent, je veux t'entendre peut-être là-dessus. Il y a un truc qui m'a surpris d'Olivier Renard. Il a dit « Je suis surpris du style de jeu qu'on a adopté en début de saison. » On en a parlé ici au podcast. Premièrement, c'est la difficulté d'engager un entraîneur qui est dans la continuité, puis qui justement, l'effectif et le club ne reçoivent pas un choc pour ce changement-là. Puis, est-ce que les devoirs ont été bien faits tactiquement? Est-ce que Losada a menti ou c'est seulement les circonstances qui a offert cette surprise-là à Olivier Renard en début de saison, d'après toi? Mais Renard, il a quand même essayé de circonstancier ça. Parce que si vous vous rappelez bien, là, je vais pas relire mes notes, mais dans ma mémoire, il disait... il y avait un contexte orageux dans le club en début de saison qui fait que, en plus, il y a les joueurs qui sont revenus à la Coupe du Monde, qui n'étaient pas dedans, qui avaient des aspirations, fait qu'Hernan a dû s'adapter, et puis finalement, ici et ça. Fait qu'il a donné quelques excuses de ce point de vue-là. Moi, je pense que la vérité, elle est un petit peu dans les deux de ce que tu as dit. C'est-à-dire que, premièrement, je pense que Renard sait très bien comment Hernan joue et jouait, parce qu'ils ont joué contre. Puis moi, j'ai des matchs en tête
notamment le match de DC Montréal qui s'était joué en Floride, qui avait été interrompu à la fin, où Diop finit blessé, mais il finit quand même le match et tout. Cette équipe de DC, ils étaient incroyables. Ils avaient des fusées, ça allait, c'était vertical, c'était rapide. Il peut pas ignorer comment jouait Hernan. Mais qu'est-ce qui a été dit dans ces réunions-là? Je le sais pas, ça sert à rien, on va pas supputer. On peut raisonnablement penser que Renard, en tout cas, à l'issue de ces réunions-là, pensait que Hernan pouvait faire un peu plus de la continuité de Wilfried tout en apportant de la verticalité, une verticalité supplémentaire. Parce que ça a été dit dès le début, on peut pas mentir, c'est ce qu'il voulait. Il voulait être un peu plus vertical que l'an dernier. Fait que c'était pas exactement la même chose, mais on se voulait dans la continuité. Et c'est ce que je dis depuis des semaines et des semaines. On pensait que c'était de la continuité, c'est devenu de la reconstruction totale. Fait qu'il est là le problème. Donc, Hernan, je pense aussi à une partie du blâme, c'était qu'à un moment donné, tu dois savoir t'adapter. Puis, je peux pas croire, oui, des entraîneurs ont des styles. D'accord, les entraîneurs ont des styles. Mais à un moment donné, tu dois t'adapter. Tu peux pas juste demander aux joueurs de s'adapter. Tu t'adaptes à ce que tu as. Donc, lui aussi, s'il veut jouer vertical, mais qu'il n'a pas les profils, tu t'adaptes. Et Piet l'a dit aussi. À un moment donné, je l'ai dans quelque part, il dit, il y a des choses qui ont été apportées qui correspondaient pas aux joueurs qu'on avait. Donc voilà, il y a une incompatibilité. Et j'en reviens au même constat de tantôt. C'est à partir de là que tu n'as pas les réponses. Tu es Olivier Renard, tu fais quoi? Tu vas all-in finalement dans la version de Losada duquel tu doutes, ou tu continues dans ta voie à toi en gardant un entraîneur qui n'est pas adapté, ou tu fais ce qui, à mon sens, est la seule chose à faire raisonnable à ce moment-ci, c'est mieux vaut repartir sur de nouvelles bases avec un entraîneur qui va m'aider à choisir. Wanyama, finalement, je veux le garder, et blablabla, et blablabla. Il a dit quelque chose, le Sada, parce que tu as parlé de Piet et tout ça, puis il y a eu un différent. C'est le match Atlanta aussi qui fait tâche en cette saison où Piet, c'est rare qu'on le voit, mais il s'est exprimé sur la tactique. Et ça, c'est pour certains, c'est crime de lèse-majesté. Moi, je trouve que c'est sain, ou du moins, Ouais. il y a une avenue où tu vois où ça fonctionne, et avec le Sada et avec Piet aussi. Mais le Sada a dit les leaders sur le terrain doivent réagir tactiquement. À quel point on devrait mettre un peu plus la faute tactiquement sur les joueurs en ce moment, Pat, d'après toi? Puis à quel point aussi ça nous dit, est-ce que cette équipe-là a besoin de plus de vétérans sur le terrain? Ben oui, comme j'ai dit dans la prémisse de départ, si tu regardes les vétérans, l'année dernière, 2022, je répète, qui sont les cadres qui maintiennent cette équipe de jeunes, parce que vous pouvez parler de Koné, Mihalovic comme vous voulez, mais vous oubliez qu'il y a une période, ça n'allait pas nécessairement top. Puis qui mettait? Camacho, Wanyama, Piet et Camara, Kyoto. C'est où ça? C'est dans l'axe de l'équipe. Tout au milieu, c'est les vétérans. Combien il en reste dans l'équipe? Ben, voilà. Il dit, quand ça va pas bien, là, la dernière. C'est pour ça que quand on en parlait, moi, j'ai dit, si on arrive en fin de saison, j'aimerais qu'on remette Wanyama dans la conversation avec 6 ou 7 matchs parce qu'on voit que ça va pas bien. Il a de l'expérience. C'est un de tes meilleurs joueurs pareil. Peu importe que tu t'entends pas avec lui par rapport à ce que lui a peut-être demandé qu'on revienne à des choses d'avant. Et donc, les vétérans ont quand même une responsabilité. Je l'ai dit au départ de l'année. Il dit, les vétérans ont la responsabilité de faire engager, impliquer ce que le coach veut mettre en place. Maintenant, est-ce que c'était clair? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'on le sait, on l'a dit ici, comment Hernan Losada est, et quand il est arrivé, et là, entre les joueurs qui avaient 2 ans imprégnés de la façon Wilfried Nancy, puis Wilfried Nancy l'a même dit, regarde, Camacho, il fallait que je le reprogramme quand il arrive à Columbus. Fait que ça te dit que Camacho a commencé à jouer de la façon qu'Hernan Losada veut. De la façon. Et donc, là, maintenant, tu les avais plus, ces joueurs-là. Tu comptes sur qui? Samuel Piet, c'est tout, il est tout seul. Mathieu Choignard, c'est sa première année de leadership, ou du moins de ressortir du lot. C'est qui les autres qui mènent la baraque? Est-ce que j'ai raison de dire que Saliba a profité de Wanyama et Piet et que les jeunes attaquants ont profité de personne? Ou... Ben, je dirais pas que Saliba... Le terme « profiter », c'est que Saliba a ressorti, a mûri, a passé... Mais profiter dans le sens, profiter des conseils, là. Oui, et puis je pense que lui, il était capable de les mettre en application plus rapidement. Et il a rentré dans... Hernan Losada a dit, tu sais, j'aime parce que lui, il répond à quelque chose. Puis il a bien dit une fois, Hernan Losada, moi, je joue avec 1-6. Donc, son choix, c'était Wanyama et Piet. Il a décidé de faire le choix avec Piet. Et il a conservé Saliba, sachant de ce qu'il apporte dans cette équipe-là. Tandis qu'à l'attaque, c'était beaucoup des jeunes. Puis il y en a qui vont dire, ouais, ben personne n'a pris sa place. Oui, OK, mais à un moment donné, il faut que tu sécurises quelqu'un. Il faut que tu lui donnes la tape dans le dos que c'est toi sur lequel que je veux m'appuyer.
Et je parle pas de Mason Toy, là, je parle des plus jeunes. Vilsain, Ibrahim, ce sont des gars qui sont quand même jeunes au niveau de leur expérience. Ce ne sont pas des attaquants partants réguliers. Même au fort, à un certain degré, ce n'est pas un attaquant partant régulier. Et donc, personne n'a su se tirer dans l'épaule. Et puis, Romain Kyoto n'était pas là non plus. Donc, Saliba, je dirais que s'il a profité, non, il a su bien s'adapter, s'ajuster. Ça démontre l'étoffe de qui, lui, il est. Et plus Il est qu'autre top, chose. Saliba. Il est top. Oui. Assurément. Écoute, aviez-vous d'autres choses à rajouter sur l'ensemble? Parce que je veux revenir un petit peu sur la structure. Oui, Vincent? Mais je veux juste dire, c'était pas nécessairement mon impression en sortant du bilan, mais en regardant à froid les notes, je me rends compte que Losada, sa mission de rendu là, il est venu avec son carnet, tu sentais qu'il était prêt. Déjà, juste ça trahit le fait de je dois me défendre, je dois me justifier, puis je dois montrer que ce que j'ai fait, c'est pas si mal. Puis, il était en mode contre-attaque, il a eu des bons trucs. Est-ce que c'est assez pour convaincre? Je pense pas. Mais il a des bonnes. Je trouve qu'il a eu des bonnes attaques sur contre-attaque. Puis il a quelques lignes qui s'est préparées. C'est quand il dit sans Messi, c'est possible. Je trouve ça cool quelque part. Je trouve ça un petit peu cool. Fait que là, tu mets les. Un t-shirt, ça. Mais ouais, parce que c'est le projet, mais c'est bien. De point de vue là, il l'embrasse. Il met les Canadiens de l'avant, les Québécois, la jeunesse. Il dit, bon, il fait une liste des choses qui sont positives. Il dit, après, il se défend en disant, oui, mais le 11 stable, c'était dur parce qu'il y a eu des changements qui ont été faits au courant de l'année. C'est pas de ma faute si Duke et Opoku et machin arrivent. Bref, là, il est plus en mode justification, mais je l'ai pas trouvé à froid en relisant ça à côté de la plaque. Il s'est défendu comme il devait faire, mais je pense que ce sera juste pas suffisant. Je voulais juste dire ça parce qu'il a quand même fait c'est vrai qu'il a été acculé, tu as raison, Fred, de ce point de vue-là, mais c'est la vérité après une année comme ça. Non, mais c'est. Mais il s'est plutôt bien défendu. Puis je veux pas. Je veux juste dire que le gars, cette conversation-là, ou du moins ce passage au pilori, j'ai l'impression que ça a été un peu ça. Là. Et même Piet, qui a été le plus sensé, raisonnable, en sortant de la conférence juste de Piet, si on l'isole, tu te dis, ouf, j'ai des gros doutes. Là, en plus de Kyoto puis de Wanyama qui font ce coach-là, c'est pas grand-chose, puis il connaît pas ça. Je trouve que c'est du tir ami. Dans les circonstances, c'est du tir ami que tu peux... parce que là, tu t'en vas et tu dis, hey, attention, ils vont te jeter au loup. Les autres, là, on parle souvent de... Va coacher là, tu vas voir, si tu fais pas l'affaire, ils vont te jeter au alligator. C'est ça le problème en même temps. Non, mais vous savez que ça, ce bilan-là, mais c'est pas la première fois que ça arrive, là. Non, oui. Je sais, mais c'est que ça demeure. C'est pas parce que tu fais 10 fois la même chose que c'est rappelez-vous, là, tu l'as dit, hein, Frank Lopez. Est-ce que tu te rappelles du 2014, le bilan? Yes. Ouais, Troy Perkins, ici, Nakatima. Hey, puis tout le monde était comme, moi, on m'a dit ça, finalement, c'était pas ça. Moi, on m'a dit ça. Bon, je sens qu'on m'a laissé tranquille. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a amené 7 joueurs l'année d'après. Mais tu ne trouvais pas, puis Kev... Mais là, on n'est pas dans la même dynamique. Hein, je veux juste dire, c'est par rapport au bilan. On n'est pas dans la même dynamique parce qu'on a un directeur sportif qui est là depuis plus longtemps puis qui a un projet qu'on semble maintenir comparativement avant où on pouvait changer les choses plus rapidement. Vincent, garde ton idée. Je veux juste dire... Kev, parle-nous de feeling. Là, on parle d'Adi Love. C'est ça que je dis. Puis le bilan 2014, j'aurais dit la même chose parce qu'au final, puis encore là, je ne veux pas être traité de jovialiste, mais hey, on sort de là, on dit, ça va-tu mal au CF Montréal? Le message que tu envoies à ta base, parce que les 500 qui sont sur Twitter, qui nous suivent, qui nous écoutent, puis que les 5000 au final qui posent l'oreille sur ce podcast-là, ils comprennent, puis là, ils sont là-dedans. Pour eux, c'est intéressant. Mais pour la grande majorité des gens qui consomment le CF Montréal une fois par semaine, la seule affaire qu'ils reçoivent d'en face, c'est « Oh, c'est de la boîte au CF Montréal ». Puis en ce sens-là, cet exercice, à mon avis, en termes de communication et de structure, est raté. Kev, là, c'est dirigé, c'est pas une question, mais réponds à mon commentaire. Ou contredis-moi, je demande juste ça d'être contredit. Non, mais c'est aussi dans un endroit, je pense qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Parce que si, exemple, le Sada sortait, puis il disait comme non, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, puis qu'il avait décidé de lui mettre le club en dessous du boss, s'il avait décidé de mettre ses joueurs qui n'ont pas écouté à moitié de l'année en dessous du boss, ça aurait pu faire la même chose. Puis de l'autre côté aussi, je pense qu'Olivier Renard aurait pu sortir, aurait pu arriver au podium pour dire regardez, j'ai donné ces joueurs-là à mon joueur, à mon coach. Mon coach n'a pas géré de la manière que j'ai géré. Vous savez, le film Moneyball, on parle souvent de l'expression, on parle souvent du film. Si vous regardez TVA Sport, il joue souvent à Moneyball. Mais quand on regarde Moneyball. Kev, il est trop à TVA Sport, c'est ça. Quand vous regardez Moneyball, là, Mané, là, Brad Pitt, il dit à son coach, il dit, tu joues pas de la manière que l'effectif que je t'ai procuré est fait pour jouer. Tu retires pas le tout
de cet effectif-là. Et à la fin de la soirée, à la fin de la entre-saison, je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'Osada peut soutirer le plus de l'effectif que le CF Montréal va avoir l'année prochaine? Peu importe de cet effectif-là. Si la question est oui, il y a des choses qu'on peut faire. Si la question est non, je pense que la décision est prise. OK. Vincent, j'avais dit, puis avais-tu... Ben oui, parce que je veux te répondre quelque part, c'est que je comprends ce que tu dis. Okay. Je veux dire, on peut le redire, c'est juste je suis pas d'accord. Je vais te prendre l'exemple de Renard. Quand Renard il arrive sur l'estrade, tu te dis oh boy, ça va pas être joli, mais il a réussi son exercice. T'enlèves le facteur humain là-dedans. Dès que c'est juste un exercice, puis que l'exercice peut aller que dans cette direction parce qu'il est mal exécuté. Non, c'est les humains qui sont là-dedans qui vont plus ou moins bien l'exécuter. Losada s'est défendu, mais il n'a pas réussi à convaincre, je pense, son auditoire et l'organisation qu'il est de la même manière que tu peux extrapoler sur la saison. Est-ce qu'il a réussi à rassembler et à convaincre son vestiaire? A priori, non, parce que même les positifs doutent. Dans la fin de saison, tu as Piet qui dit « Ouais, mais il y en a qui étaient tellement pas heureux qu'ils ont peut-être tiré tout le monde vers le bas et que ça a donné les résultats. » Ça revient à lui. Je pense que c'était pas impossible pour lui dans le contexte d'arriver et de réussir son exercice médiatique et qu'on se dise, OK, oui, je pense qu'il peut le faire, mais il n'a pas assez réussi. Et ça, je pense qu'il ne faut pas que t'enlèves ça de l'équation. Et voilà, j'avais un autre truc que je voulais dire, mais Pat, je pense, vas-y. Je peux donner que, tu vois, on a placé comme si Renard n'a pas défendu le coach, ou du moins pas clair, mais il a aussi dit, hey, la tactique, je me rappelle bien cette phrase-là, il a dit, la tactique, c'est la responsabilité des joueurs aussi de parfois savoir s'ajuster dans le match, même si ça ne fait pas correctement. Donc, à la fin, il était en train de dire aux vétérans, vous, là, vous avez failli à la tâche. Et il vous dit que, fort probablement, ça va être quelque chose à remédier. Peu importe que l'entraîneur est là, parce qu'il dit, la tactique, le coach, des fois, il n'y a pas nécessairement toujours la bonne tactique. Mais vous pouvez l'ajuster. Et en revenant surtout, je pense, sur les mots de Samuel, en disant que ce n'est pas les joueurs qui vont faire comment on va jouer. C'est le club et l'entraîneur. Les joueurs seront peut-être mis en courant et conversés, mais ce n'est pas les joueurs qui vont faire comment on joue. C'est ma finale. Vas-y. Puis là, c'est 100% de la subjectivité parce que je comprends 100% ton point de vue, honnêtement, puis ça se défend, puis il n'y a pas de vérité. Moi, je pense par contre que, et tu as raison sur le fait de dire que les gens qui vont regarder ça vont se dire « Oh boy !» Mais en même temps, et c'est ce que j'ai entendu un peu, c'est peut-être le côté paradoxal, je pense que les gens préfèrent cette clarté. C'est-à-dire, oui, c'est de la boîte, mais ils le savent, ils partagent et ils comprennent. Et je pense que ça amène quand même une certaine... moi, les gens me l'ont dit cette semaine, on a 2 différents qui m'ont dit c'est rafraîchissant parce que c'est transparent. Peu importe que ce soit positif ou négatif, tu es plus transparent dans le négatif, dans la positivité, on va être honnête. Je trouve ça intéressant en soi que les gens y répondent comme ça. Moi, j'ai aimé cet exercice parce qu'au moins, c'est clair. Et on le sait. Et je trouve ça... Pour le coup, je trouve ça structurant. Moi, j'aurais aimé que Losada aussi, je pense, c'est mon avis, il aurait pu gagner en disant « Oui, on a fait des erreurs, mais justement, je peux progresser là-dessus parce que j'ai vu j'ai pas vu parler du futur. Ouais, mais j'ai fait des erreurs parce que sur la route, je voulais être peut-être plus défensif puis j'aurais dû être comme à domicile. Puis là, tu peux dire « Ah, écoute, il prend des choses puis il les a remaniées. » Comme un peu quand il est arrivé dans l'exercice qu'on a dit, parce que quand il est arrivé, soyons honnêtes, tout le monde a dit « Hey, à DC, là, on embarque avec ce gars-là. » Puis il a fait l'exercice, mais il ne coule pas. Mais il a fait des erreurs, je un entraîneur. Ma théorie du complot que j'ai évoquée vite là, en disant il savait peut-être qu'il est dehors parce que tu es dans une industrie où tu sacs tout le monde dehors puis puis Renard lui-même a dit avant le match les décisions sont prises ou c'est pas le dernier match qu'ils nous font prendre des décisions. Oui. Quand on lui a demandé d'ailleurs qu'est-ce que tu as besoin pour l'an prochain, n'importe quel coach aurait dit j'espère qu'on va avoir du renfort, peut-être je sais pas, ou même le secteur offensif ça aurait pas été malaisant qu'ils disent j'ai besoin d'un attaquant. Il l'a dit toute l'année. Il nous l'a dit, il l'a dit à tout le monde. Il n'a rien dit. Il dit c'est pas une question pour moi. Lui, il dit plus de mes affaires, cette équipe-là. Fait que c'est pour ça que je dis peut-être même qu'il savait qu'il était dehors. Je veux juste dire aussi, Renard l'a pas défendu. C'est pas vrai que moi, je veux pas dire que Renard l'a pas mis en dessous du boss. Il a été honnête. Mais dans les circonstances, ils l'ont mis, le club. Puis je sais pas qui a pris les décisions, mais ils ont mis Losada
après ça, là, tu sais, ils ont mis dans pas une bonne posture, pas une bonne position sur la défensive venant de ton propre club alors que tu es supposé, particulièrement en sport, souvent être solidaire. C'est un coup de cochon à faire à un entraîneur qui n'a pas été bon, là. Mais c'est quand même un coup de cochon. Moi, je pense que c'est pas scellé, mais c'est que si tu fais la décision, ben, tout le monde va l'accepter. C'est moi comme ça que le processus que je vois, c'est que si tu prends cette décision, le monde va le comprendre. Puis juste la transparence moins, aussi, je veux juste rajouter ça. C'est la tangente qui est là. Donc, moi, je trouve que cochon, en fait, juste savoir, parce que là, je suis même plus sûr de suivre. Là, je pense que tu es allé plus loin. Non. Parce que Wanyama est le négatif de l'histoire. Ouais. Choinière ne l'est pas. Sirois ne l'est pas. Waterman ne l'est pas. Soi-disant, sur le papier, quand tu fais ton truc, là, quand tu parles d'exercice de communication, Choinière n'est pas négatif, Sirois n'est pas négatif, Waterman n'est pas censé l'être, Piet n'est pas censé l'être, et Kyoto, il est moyen parce que lui, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il y en a un qui arrive et qui est négatif. Le coup de cochon défensif. Moi, j'ai trouvé que écrit sur papier. Il ne pouvait pas savoir. Je pense pas que c'était écrit que Piet et Waterman allaient envoyer ces jabs-là nécessairement. Ils ont été honnêtes. Puis Piet, il a marché sur des œufs. Il a été diplomatique. Je pense qu'il y a des fois où il aurait pu aller plus loin. Il y a des fois où tu sens qu'il s'est quand même laissé aller. Mais coup de cochon, je trouve c'est un peu fort parce qu'il y a. Peut-être. Il y en a OK. Moi, je pense dans la structure. Moi, je pense pas ça rajoute au mood. Moi, je pense que Wanyama, pourquoi tu l'envoies, tu sais pertinemment. Tu sais, il nous a rien appris dans une certaine mesure. On sait qu'il est pas content, puis c'est évident. Tu sais. Puis Kyoto a pas été, semblait pas très heureux d'être là, puis justement, il n'y a pas de contrat. Pourquoi tu l'envoies, il n'y a pas de contrat? Écoute, envoie-le pas à ce moment-là. À ce moment-là, parce que si tu veux contrôler ton message, je parle de transparence. J'ai pas de problème, je veux pas museler personne, mais pour ton public, puis à qui tu parles, au public en général, moi, je trouve que ça envoie de la boîte alors que tu pourrais dire, hey, il y a des trucs qui ont bien été, on travaille sur l'affaire. Renard a été très bon en ce sens-là. Ça n'a pas bien été, on le reconnaît, mais on travaille dessus, puis j'ai le volant bien en main en ce moment. Puis Wanyama, le lendemain, tu l'envoies en entrevue s'il faut, puis Kyoto aussi après, tu ne caches pas que ce qui arrive, c'est juste le contexte. Le contexte, la preuve, moi, quand je te parle de coup de cochon, c'est peut-être fort, mais la preuve, il arrive, puis tu le sens remonter le dos au mur, tu sens qu'il a pris des notes par rapport à ce que les gars ont dit sur le podium avant. Mais écoute ce que je t'ai dit dès le début. Wanyama et Kyoto, c'est pas ceux qui m'ont dérangé. C'est les positifs de l'histoire qui m'ont dérangé. C'est Waterman et Piet. Fait que dans le scénario des choses, c'est pas eux qui étaient censés mettre l'Osada sur la défensive, mais je pense que limite, c'est presque eux. Fait encore une fois, dans la construction de l'exercice médiatique, c'est même pas Wanyama qui me dérange. C'est les propos qui ont été tenus par ceux qui étaient censés soutenir l'Osada. Fait c'est là où je vois moins le complot de ce point de vue-là. Par contre, là où je te suis, c'est que l'Osada le sait probablement qu'il est parti. Et n'oubliez pas que le CF Montréal, dernièrement, a scindé les exercices. Hein. C'était pareil l'an dernier avec Wilfried. Le bilan, c'est le bilan. Ce qui arrive avec l'entraîneur, c'est mis à part. Fait ce qui peut amener le fait que l'Osada arrive en ayant connaissance de ce qui lui arrive et en étant en train de défendre son bilan parce qu'il sait qu'il est écouté à travers la Ligue, d'où l'anglais peut-être également, pour que tout le monde entende bien. C'est ça que j'ai fait de bien. C'est pour ça que je dis, dans l'exercice en anglais, je pense qu'il aurait pu mieux se vendre. Je trouve que, moi, je pense qu'à la fin, tes coachs, je veux dire, moi, moi, je vous l'ai dit, là, j'ai fait un cours là où justement, on te met dans la position du coach, puis qu'on te dit, tu sais, à la fin, le message que tu veux envoyer, là, c'est quel message tu veux envoyer? Là, c'est le message défensif, j'ai fait mon travail à moi-même, mais c'est aussi le message que tu veux envoyer au reste de la Ligue. Parce qu'il décide de parler en anglais, parce qu'il veut être beaucoup plus clair, surtout peut-être pas pris ses propos en français ou ce que c'est peut-être interprété différemment, et parce qu'il sait qu'en anglais, c'est clair, ça va passer à travers la Ligue. Donc, moi, j'ai trouvé que se vendre lui, j'ai pas trouvé qu'il a été plus loin que là en disant, bon, moi, je vous parle, mais en même temps, je parle à mon prochain potentiel employeur, ou du moins quelqu'un qui a un intérêt, parce qu'oublions pas, il y a quand même 9 équipes qui ont changé de coach, là. Il y a des places ouvertes là, dans la Ligue, là. Et donc, tu sais, ça, c'est moi que je veux dire au niveau de se vendre, parce que cette plateforme-là, là, c'est pas juste pour répondre aux questions sur l'année, c'est de dire, moi, là, voici mes qualités. J'ai soit fait quelques petites erreurs, mais je sais que je peux tout. J'ai ajusté. J'ai peut-être pas été aussi comme je dis. Pourquoi on a été si tranchant à domicile, puis on a été tellement plus passif à l'extérieur? Est-ce que tu as appris cette leçon-là? Est-ce qu'il y a vraiment une réalité? Est-ce que tu as tenu quelque chose? Moi, c'est quelque chose
que j'aimerais entendre si j'étais d'une autre équipe. Il me dit, le Sada à Montréal, ça n'a pas l'air certain, mais il m'a l'air d'un gars qui sait exactement ce qu'il veut. Donc, il y a ça dans ce message et dans cet exercice-là que je trouve que j'ai trouvé que d'autres sont plus précis puis ils t'envoient vraiment fier, conviction, voilà. Et, je vais juste revenir, moi, parce que j'obsède sur coup de cochon. J'étais fort. Mais il y a une maladresse dans la structure, assurément. Puis je vais juste défendre mon point, puis je vais inviter les auditeurs qui nous écoutent à nous envoyer des commentaires par rapport à ça. Moi, mon dada, c'est la communication, cette structure-là de communication. Est-ce qu'on peut convenir? Là, vous allez dire, je vous oblige à prendre mon point de vue, mais convenons que l'Osada, après ça, arrive remonté, puis arrive blessé, puis se sent pas bien par rapport à ça. Non? Je pense qu'il sait. Ça, là, ce qui est dit, je crois qu'il savait que Mais son humeur aurait-tu été pareille s'il avait passé avant les 4 joueurs, mettons? Mais c'est parce que je te dis, tu passes avant, tu sais pas ce que les joueurs vont dire. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, dans l'exercice, mettons, tu fais le bilan, tu mets même pas les joueurs. Tu les mets plus tard en semaine, les joueurs. Tu as un meilleur Losada, non? Comme je dis, l'exercice. Tu as un Sada plus heureux. L'exercice a toujours été là. Après ça, comme on dit, les joueurs qui sont choisis. Oui, mais il a toujours été là. Il n'y a pas de règle. Il faut absolument un bilan que ça fasse comme ça. Tu ne le changeras pas. Tu as toujours fait de même. Tu varies un peu. Avant, c'est tout le monde passait. Maintenant, c'est juste certains. Puis ceux qui passent, n'oublions pas, regardez c'est qui passe. C'est pas les joueurs qui sont pas du moins importants du club. C'est les joueurs qui sont considérés les cadres du club. Waterman est récemment capitaine depuis que Piet est... Donc, je comprends, mais tu n'es pas obligé, de les mettre. Il n'y a pas de règle. Un bilan, tu le fais comme tu veux. Qu'est-ce que les gens vont... C'est quoi ton message? Contrôle ton message. Je sais qu'il n'y a pas de règle, mais on serait les premiers à dire pourquoi Wanyama n'a pas parlé? Pourquoi Warame Kyoto n'a pas parlé? Il parlera après, il parlera en semaine. Après, dans la semaine d'après, tu peux le faire, mais comme je t'ai dit, l'exercice, eux autres, ils peuvent le faire de même, mais ils sont scindés. Puis moi, comme j'ai dit, si j'étais entraîneur, je ne voudrais pas passer en premier, sachant que je sais que avec Wanyama, ça n'a pas passé super bien dans la saison. J'aurais pas de droit de réplique. Si oui, exactement. Et donc, il y en a, je vais toujours me rappeler, hein, je vous l'ai dit. Vous vous rappelez quand Baki Soumari est passé? Vous vous rappelez en 2015, là, quand il est sorti? C'est qui est passé en premier? Le club. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on se rappelle de ce que Baki Soumari a dit? Et le club, tu ne peux pas te défendre. Il a passé après toi. Tu ne peux pas revenir sur tes propos. Non. Et donc, il a utilisé tes propos. Donc, tu sais, c'est ça l'exercice aussi, c'est de savoir, moi, si je passe en premier, puis après ça, il me lance sur l'autobus, c'est fini. Je ne peux plus revenir me défendre. Il peut faire des entrevues comme il veut à travers la MLS, mais le message va avoir passé. C'est pour ça que je te dis, lui, il est là, remonté, sachant que Wanyama, il n'a pas eu une bonne entente et il l'a mis sur le banc. Il a dit, il ne va pas être content. Je le sais. Romel Kyoto, il a sorti dans le mi-temps d'un match. On peut voir qu'ils n'étaient pas nécessairement contents. Puis on a fini avec qui? Waterman et Piet, avec un message qui est un peu plus positif. Imagine si on a fait positif, puis on finit avec Wanyama, puis on lance dans Sada. On aurait dit, hey, qu'est-ce que tu penses que ce que Wanyama... Non, mais toi, tu parles... Non, mais moi, je suis d'accord, mais puis de toute façon, on est trop là-dedans, mais toi, tu dis, tu replaces les cartes, puis tout. Moi, je te dis, tu fais pas ça de même, tu le fais différemment, oui, puis je sais pas, il y a des gens... changer l'exercice complètement. Je pense que les gens qui sont en com vont être d'accord avec moi, je pense, parce que puis au-delà de la transparence, tu peux l'avoir d'une autre façon, la transparence. Mais bon, après ça, je voudrais juste pour finir là-dessus, je voudrais voir dans d'autres franchises, puis pas juste MLS, c'est dans d'autres sports, est-ce qu'on réplique ce modèle-là ou on fait un autre modèle complètement différent? Il y a 1001 modèles, puis des fois, il y a des modèles aussi, le coach va avec le directeur sportif en même temps. Non, c'est pour ça que je te dis. Moi, je vais juste dire par rapport, est-ce que ce modèle-là, il est répliqué tout le temps, on fait ça, ou il y en a plusieurs qui split, comme tu dis, parce que ça serait une idée aussi de regarder, à voir s'il y a une autre méthode à faire. OK. Y a-t-il d'autres choses à dire pour le bilan? Parce qu'on va aller plus du côté positif après la pause. Vincent? Positif par rapport à? Par rapport à la saison, puis par rapport à plusieurs joueurs, un peu plus... Moi, j'ai un truc à dire par rapport au bilan, mais ça peut être après la pause. OK, on va faire une pause. Ça va permettre à ceux qui joguent de rentrer à la maison, de s'hydrater. Ça me donne un break, le mental. Oui, et peut-être reprendre la lecture de ce podcast-là demain ou tout de suite quand on est revenu devant le bureau. OK, la pause. On est de retour sur les sondes de 11 Montréal. Là, je m'emporte, là, je brasse mon capitaine, je brasse un peu tout le monde. Frédéric Laure avec vous, en compagnie de Patrice Bernier, Vincent Détouche et Kevin Laramé.
Vincent, tiens, vas-y, t'as le crachoir dès le départ au retour, parce que j'ai des trucs que je vais envoyer qui sont, à mon avis, plus positifs, ou du moins très positifs. Vas-y, Vincent. Mathieu Chouanière. Il y a un petit truc qui me dérange quand même. C'est Mathieu Chouanière, c'est joueur de l'année, trophée Jason DiTullio, c'était une évidence. Bien aimé qui commence d'ailleurs par parler de la signification de ce trophée-là pour lui, parce que c'est très personnel, c'était très classe de sa part, intelligent, honnêtement. Il est brillant quand même, Mathieu Chouanière. Autant je peux comprendre ceux qui disent à l'issue de la saison, ah, ça devrait pas être Mathieu Chouanière, parce que je peux comprendre l'esprit que normalement, dans un effectif, il y en a d'autres qui jouent une aussi bonne saison, voire mieux, notamment des joueurs offensifs. Je sais pas, un Joseph Martinez qui marque 15 buts, quelque chose comme ça. Un Romel Kyoto, par exemple, peut-être s'il est en santé. Mais il y a quand même souvent dans le commentaire entourant Mathieu Chouanière, meilleur joueur de l'année, un brin de scepticisme, voire de condescendance que je trouve curieux parce que, écoutez, quand Georgi Mihalovic gagne le titre de joueur par excellence en 2021, ça reste un joueur formé en MLS. Bon, il l'a obtenu à Montréal, mais il a été formé en MLS. Mais là, il n'y a personne qui s'en émeut. Si Bryce Duke remporte, bon, pas cette année, mais il finit par le remporter l'an prochain ou dans 2 ans parce que c'est le type de joueur qu'on recrute pour qu'il soit l'un des meilleurs joueurs. S'il remporte le titre de joueur par excellence, ultimement, c'est un joueur formé en MLS. Mathieu Chouanière est un joueur formé en MLS. Mais le fait que ce soit à Montréal, on dirait que ça ajoute un spin négatif et ça me dérange. C'est qu'il y a toujours encore dans la psyché et puis dans la lecture de cette situation, le fait est que s'ils viennent d'ici et qui sont les meilleurs, c'est que l'effectif, il est pas bon. Ils peuvent juste être le meilleur aussi. Pourquoi ils peuvent pas être le meilleur? Ça, je trouve ça un petit peu dérangeant. Amen. Et Alléluia. Partir. Preach, brother, preach. C'est le double standard d'être un joueur d'ici. Hein. Ben ouais, mais il faut le dire. Et je veux pas dire que s'ils ont raison, hein, parce que je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter, Mathieu Chouanière qui gagne, ça résume tout. Ça résume la saison. Je dis, mais pourquoi? Puis là, on m'a nommé parce que ça devrait être Romel Kyoto. Je dis, parce qu'on a dit, c'est pas un joueur de talent. J'ai dit, donc, si quelque part dans la ligue, un Dax McCarthy, un Christian Roldan gagne son trophée de joueur de l'année dans son club parce qu'il a Jordan Morris, Nicolas Lodeiro, c'est pas mérité. Fait que là, je dis, mais ça comprend pas. Joueur de la saison, c'est que tu as été le plus performant. Et chapeau, Mathieu Chouanière, il a marqué 5 buts, 5 passes. C'est un milieu de terrain qui a été à plusieurs autres positions. Fait qu'imagine, s'il avait joué au milieu plus souvent, peut-être qu'on serait à 6, 7 buts, peut-être qu'on serait à 10 passes. Parce qu'il a joué piston pour une grosse partie de la saison aussi. Et donc, puis ça, je le sais, je l'ai vécu ici en étant ici. Là. Même si à la fin, le monde a fait comme « Oh, Patrice Bernier, oh. » Au début, c'est comme « Ouais, il est juste là parce qu'il est québécois. » Puis là, après ça, c'est quand tu as performé, puis quand tu n'as pas performé, puis le coach te met sur le banc, le monde, il a 35 ans. Puis ici, c'est la réalité. Puis même à Montréal, pour les Canadiens, un joueur québécois, il y a un double standard. Et dans le foot, c'est encore plus pesant parce qu'on n'est pas supposé être bon au foot. Quand le Canada perd présentement, c'est normal. On est le Canada. C'était juste la chance parce que Herdman a fait de la magie. Et que Alphonso Davies, Jonathan Evans et compagnie sont pas là. Ou que Mathieu Chouanière, mais jouer à l'équipe nationale, Samuel Piette a le même problème. Oui, les gens se retournent avec Samuel Piette. Oh, c'est Samuel Piette. Oui, il a un registre. C'est pas Sergio Busquets. On le sait, ça. Mais son registre, il gagne le ballon. Il est très bon dans la ligue. Il a une niche dans laquelle il est probablement un des très bons dans la ligue, de ce qu'il fait. Mais nous, parce que c'est ça au Montréal aussi, c'est la culture foot. C'est un peu le snobisme. C'est qu'on fait comme, ouais, mais c'est un travaillant. Il n'y a pas les qualités. Ouais, si c'était un autre joueur, on dirait, hey, tu sais quoi, wow, il a ressorti de son lot. Mais quand c'est les joueurs issus du cru, et quand je dis cru, c'est local, parce que ce n'est pas nécessairement juste de l'académie, on a ce sentiment de vouloir, il n'est pas assez bon. Puis ça m'a dérangé là, quand, je vais le dire ici, Nick DeSantis, il a dit, si Mathieu est ton MVP, it says something about your team. On l'a dit sur le podcast, je suis d'accord. Parce qu'ici, on se bat maintes et maintes fois pour prouver qu'il y a du talent. Et puis, nous-mêmes, on se rabaisse. Nous-mêmes, on se rabaisse. Pas sûr que dans les autres pays, là, au Brésil, ils disent « Oh, le joueur brésilien n'est pas bon. » Parce qu'eux autres, ils sont confiants d'eux autres. Même nos amis américains, ils se mettent là. Ils s'en foutent. Là, on parle de toutes les... Aiden Morris, he's the next biggest thing. Aiden Morris, là, il est un peu similaire à Mathieu Chouanière. Je suis désolé. C'est le Mathieu Chouanière américain.
Aiden Morris, c'est le Mathieu Choinière américain. Mais je veux dire, c'est un travaillant. Il a marqué quelques beaux buts. Il a du talent. Il a une capacité à faire des choses. Mais là-bas, on parle International US, next player to be going somewhere. Puis Mathieu, c'est comme, ah ouais, il joue juste parce qu'il y a eu des blessés. Ouais, c'est parce que la saison n'est pas bonne. Ça me dérange tellement. Je l'ai dit, vous le savez. Surtout qu'il s'est rendu indispensable. C'est tellement indispensable que tu le mets à toutes les positions possibles parce que, ultimement, le message envoyé par les différents entraîneurs, à commencer par Rémi Garde, parce que c'est le premier qui l'a fait jouer beaucoup, mais machin, c'est que l'idée à travers de je fais jouer Choinière à droite, à gauche, au milieu, en numéro 10, c'est que, et c'est un peu ce que Losada a dit cette année, il faut le dire aussi, c'est que si je pouvais avoir plus de Mathieu Choinière, je serais heureux. Et ça, pour moi, c'est un message qui est très, très fort en soi. Puis je le redis parce que pour moi, c'est pas binaire. Je peux comprendre que certains se disent, idéalement, dans un effectif, il y en a qui auraient dû jouer une au moins aussi bonne saison que Choinière et être en compétition. C'est pas la même chose que de penser, et c'est ça que moi, j'entends beaucoup, il ne peut pas recevoir ce trophée-là parce que sinon, c'est comme s'il n'avait pas le talent, il ne peut pas prétendre à ça. Ça me dérange énormément d'entendre ça parce que oui, il a du talent et je ne vois pas pourquoi un autre joueur formé en MLS, mais ailleurs, lui, par contre, il a le talent et c'est correct. Ça, je trouve ça vraiment. Et Piet, il a été bon dans tout son exercice, mais il me semble que c'est Piet qui a dit au début, ouais, j'ai entendu Jonathan Sirois, j'ai entendu Choinière parler de travaillant, de l'ADN, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est des bons joueurs. Mais c'est ça. C'est qu'on met que tu es un joueur de travaillant parce que tu es d'ici, parce que tu as le cœur à l'ouvrage, parce que normalement, tu dois en faire plus que d'autres. Mais le gars, il sait où il doit aller. Ses courses, ses mouvements. Là, le talent, est-ce que c'est quelque chose… Parce que je sais, hein, l'exercice, c'est quand tu regardes quelqu'un qui va au parc puis qui fait des dribbles, puis tu dis, ah, lui, il a du ballon. Puis là, tu te dis automatiquement, ça, c'est un joueur de foot. Mais qu'il y a des joueurs qui ont d'autres facultés et qui… c'est pas nécessairement esthétique, mais que dans la claire de… Parce que Marcus, voyons, il faut lui parler, il a un QI football quand même assez élevé. Il sait où être, il sait comment arriver. Et c'est pas à cause qu'il dribble pas un joueur ou deux, qu'il s'en fait pas un joueur de wow, qui mérite pas. Que le talent, c'est quelque chose qui est évident à avoir visuellement, sur le dire. Et c'est justement ce qui est difficile à décerner, c'est ce joueur-là. Parce que le 1%, le Nacho Piatti, tu vas le voir. Tu le vois, il y a des capacités. Et en plus, le joueur Mathieu Choinière, c'est ça qui est difficile de décerner si ce joueur-là peut être et il a des qualités autres que juste dans les facultés et compétences techniques. Si j'étends un tout petit peu, et puis ça va être ma conclusion là-dessus, un tout petit peu la discussion, c'est aussi que, et là, de ce point de vue-là, je peux te rejoindre aussi, Fred, parce que c'est vrai que le positif a été un peu enfoui, mais en même temps, j'ai l'impression que je te dis, l'an dernier, c'était la meilleure saison de l'histoire, c'était que le négatif et Wilfried dont on a parlé, mais la réalité là-dessus, c'est que c'est un succès du projet sportif aussi. C'est-à-dire que tu dois, si tu es Olivier Renard, c'est ce que tu veux mettre en place, t'appuyer plus sur l'académie, les jeunes joueurs. Ton joueur de l'académie finit par être MVP et ton gardien qui est issu de l'académie, c'est joueur défensif de l'année. C'est un succès du projet sportif. Et idéalement, il doit être célébré par les gens. C'est vraiment un truc que tu peux mettre dans la liste de ce que j'ai fait dans mon projet sportif de bien. Il y a les ventes de joueurs. Oui, est-ce que j'ai réussi à mieux utiliser les joueurs d'ici et les mettre de l'avant? Oui, regardez, il a même été MVP cette année. C'est un succès du club, ça. Et ça doit être célébré comme tel, mais idéalement par la communauté également. Et j'ajouterais, Nathan Saliba a ressorti du lot. 100%. Mais on sait qu'il y a du travail à faire. Et Vilsain, on a démontré OK, le gars a du talent. Est-ce qu'il peut être plus constant, régulier? Mais il y a quelque chose là à travailler. Donc, quand tu regardes le cru, là, puis Olvon qu'on a fini 10e, qu'on n'a pas fait les éliminatoires, ben, si je retiens dans le projet du club, ben, j'ai 4 joueurs, même peut-être plus, que je me dis, wow, OK, dans le potentiel, les joueurs, et en plus, ils sont d'ici, ça veut dire que ce sont des potentiels joueurs que tu peux revendre, mais qui sont d'ici. Ce n'est pas juste un jeune joueur qu'on a pris à la Opoku ou Mailovic d'ailleurs, ou de Duke. Donc, ça, là, après ça, c'est sûr, l'exercice finit mal parce que la saison finit pas je me rappelle 2013. Je vais juste finir là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on se rappelle 2013? Queue de poisson. Pourtant, on a été premier pour trois quarts de la saison. On a été en première place. Et deuxième saison dans la MLS, puis on n'a pas parlé des bonnes choses qui ont été faites, puis que oui, il y avait des choses à ajuster, parce qu'à la fin de la saison, c'est ce que tout le monde se rappelle, puis c'est sûr. On s'en fâche toujours, regarde, c'est ça, c'est intéressant. Puis Vincent a évoqué aussi, toi tu parles de 2013, Vincent parle de 2022. Au bilan,
le message qui est toujours envoyé, c'est toujours de la boîte. 2022, c'était Wilfried Nancy, alors que c'est une saison record. 2013, je me rappelle des gens qui sont venus me voir. Moi, je me rappelle de Dave Morissette qui suivait ça un petit peu. Là, les gens vont dire, il dit, hey, ça n'a pas bien été cette année. Vous avez fait les séries pour la première fois. Pourquoi vous n'êtes pas content? Je suis allé voir, mais dehors. Est-ce que j'ai-tu raté de quoi? Il y a beaucoup de gens qui consomment le CF Montréal encore, pas à chaque jour comme le Canadien de Montréal, puis pas dans les veines comme plusieurs qui sont sur Twitter aussi. Il faut, en tant que club, c'est pas aux gens sur Twitter à penser à ça, à réfléchir à ça, c'est aux gens du club à le savoir. L'autre affaire aussi, bravo à Olivier Renard, et tu parles du projet du club, c'est la structure qui permet à Chouanière, qui permet à Saliba, puis qui permet à Sirois de progresser, parce que dans la façon que cette équipe-là est construite, c'est leur talent, mais ils ont la place. Hein. Ils n'ont pas 3 vétérans devant eux. On n'est pas allé chercher un Heath Pierce pour jouer à leur place alors qu'ils jouent sur une jambe aussi. On a construit cette équipe-là pour les faire jouer. Pantemis tombe au combat. C'est Sirois qui a l'occasion. C'est un effet de la structure. C'est un effet de la construction de l'effectif. Et ça revient à Olivier Renard. OK. Kev, Jonathan Sirois. On vient de parler de Chouanière. Jonathan Sirois, écoute, moi, j'ai eu l'épiphanie. Ça, vous allez dire, ça te prend pas grand-chose. C'est le futur capitaine du CF Montréal. Ce gars-là, puis je vais dire, il y a de la prestance, il y a la capacité, il y a l'attitude. Et je vais te dire, on parle souvent de revendre dans ce projet de club, de revendre, puis c'est la première chose, quand quelqu'un a du succès, on dit « Ah, on va le vendre à un moment donné ». Sirois, dans son profil, et là, je veux rien, je veux pas qu'il se choque s'il entend ça, mais je suis pas certain que c'est un gardien qui va partir pour une tonne d'argent parce que sur papier, c'est pas le plus grand des gardiens. C'est un gros shot-stopper. Je pense qu'il fait tout bien, mais il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui fait dire, par une grosse célébrité européenne, il faut absolument que c'est ce gars-là. Et aussi, il est un petit peu plus vieux si on regarde, si on compare à Gagas Slonina ou si on compare à certains qu'on a vu récemment être un petit peu plus avancé dans son cheminement. Fait que le cash qu'on ferait en le vendant, parce qu'on ferait du cash assurément, mais tant qu'à ça, pourquoi pas en faire l'assise de cette équipe-là pour les 10 prochaines années? Bon, on se devance, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Là-dessus, hein. On réitère là-dessus, on le redit parce que ça devient rengaine et surtout ça devient une caricature. C'est pas tous les joueurs qui sont amenés à être vendus. Exactement. Et justement, ce sera à Olivier Renard dans la durée de le montrer aux gens pour que ce soit bien compris également. Puis tu parles de capitaine, t'as probablement raison. À moyen terme, moi je veux juste dire à court terme, j'ai énormément aimé, et là on parle de petits coups positifs et de joueurs qui se sont adaptés ou qui ont bien répondu dans les difficultés. J'ai vraiment un coup de cœur sur la fin de saison pour Waterman. À la fois dans son jeu, comment il s'est adapté en tant que leader, la voix qu'il porte, ne serait-ce qu'encore en conférence de presse, en bilan de saison. Il a eu le brassard lui aussi, et honnêtement, ça lui faisait bien. Ça lui faisait bien. Fait que je le garde aussi à court terme dans un coin de ma tête parce que je l'ai trouvé. Et tu sais quoi, Waterman, c'est un des premiers aussi. Je sais plus c'était après quel match, mais c'était un match où Sirois avait été très bon. Au stade Saputo, il est arrivé en conférence. Ah non, c'était après la boulette de Sirois contre Cincinnati. Il est arrivé en conférence de presse, Waterman, et il a eu que des bons mots pour Sirois en disant c'est notre MVP de la saison. Joe, c'est tellement un bon gars, machin. Il n'y a aucun problème et tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, MVP de la saison, Waterman le voit comme ça, c'est intéressant. Puis tu sais, juste la façon dont il s'est comporté à ce moment-là, c'était fort. Donc, ouais. Moi, ça me va court terme, Waterman, puis moyen terme, Sirois en termes de capitaine. Piet s'en va nulle part, hein, en passant. Après Piet, je peux rajouter pour Vincent, l'opportunité que j'ai eue cette année à voyager aussi, j'ai croisé énormément Waterman et ce que je retiens, c'est concentration. Souvent, c'est un des premiers qui sort d'autobus, un des premiers qui va directement sur le terrain et la marche dans le corridor, c'est ce que j'ai vu de Waterman cette année. Quasiment à chaque stade, je l'ai vu. Concentré, regarde devant lui, c'est exactement ce qui s'en va. Pas militaire, vraiment prêt, il est pour un travail, il vient effectuer son boulot. Son boulot, c'est de t'empêcher de marquer. Puis c'est ce que j'ai remarqué de chez lui cette saison, cette concentration, toujours aussi constant dans sa préparation lorsqu'il arrive au stade. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a impressionné aussi. Puis je suis d'accord avec Vincent, j'ai été agréablement surpris de le voir mettre le brassard à quelques reprises en fait. On parlait de vétérans, Waterman, justement, puis
C'est parce qu'on a l'impression que la finalité pour n'importe quel joueur, c'est l'Europe, c'est l'ailleurs, c'est être vendu aussi parce qu'on s'est mis ça dans la tête. Mais il y a moyen aussi de faire des belles carrières, des carrières intéressantes en MLS. C'est pas un championnat de schnout, là. Puis de rester avec une équipe, puis de rester dans un championnat aussi, puis d'être un bon joueur de ce championnat-là. Je prends Aaron Long qu'on va voir avec le LAFC Lionel en fin de Messi semaine. en MLS, mon gars. Ouais, Ok, c'est exactement. la meilleure ligue au monde. Ok. C'est directement relié. Ballon OK. d'or. On arrive à la fin pas mal. Là, j'ai pensé, j'ai fait l'exercice qu'on avait fait l'an dernier. Vincent, tu ne seras pas content, tu vas dire, je vais prendre ça à mon compte. Mais je vais faire une liste de noms. Parce que j'obsède, tu vas voir. Je fais une liste de noms parce que on fait souvent ça, tu sais, qui est le prochain Alistair Johnston, qui est le prochain Cameron Miller, et ainsi de suite. D'accord? Il y a eu Duke puis Campbell cette année. C'est-à-dire des joueurs qui jouent présentement à MLS puis qui pourraient remplir à Montréal et qui pourraient avoir des opportunités à Montréal pour jouer. Et s'améliorer, ainsi de suite. Là. Bref. Parce que. Le dire avant. Non, je sais, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que j'ai fait le préambule, tu vas dire, il fallait le dire avant, mais j'ai pas eu le temps, je l'ai fait hier. De toute façon, c'est une liste que je mets constamment à jour, j'obsède là-dessus. T'en as combien, 78 à peu près, non? Ouais, non, j'en ai 8. Mais en ce sens-là, parce que deux choses, parce qu'on se rend compte, puis Renard l'a dit lui-même, hein, c'est pas la seule voie, mais c'est la voie qui fonctionne en ce moment. Parce que le recrutement à l'étranger, Olivier Renard ne peut pas être partout en même temps, puis on n'a pas une grosse cellule de recrutement au CF Montréal. L'académie, ça va, il y a eu des soubresauts, puis la COVID a été dure pour elle. Fait que, bref, c'est vraiment le point où le club Renard et Vassili Kremanzidis surperforment aussi, c'est être capable d'identifier les potentiels qu'il y a ailleurs dans la Ligue. Alors, je vais vous en envoyer vite. Vous allez me dire oui ou non, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'insister là-dessus, mais c'est dans l'entre-saison des joueurs qui pourraient peut-être être intéressants. En attaque, j'en ai 3 dans le secteur offensif. Robbie Robinson de Miami, le gars a 24 ans, un ancien premier choix au Super Draft. Oui ou non? Ceux qui l'ont vu? Non. Non? OK. Non? Okay. Est-ce que je peux attendre la fin de la liste et te donner genre les vidéos que je prendrais? D'accord. Okay. Toujours en attaque, c'est un jeune, il y a 19 ans par contre. Je ne sais pas s'ils veulent le laisser, mais Jackson Hopkins de DC United. Moi, je l'ai aimé. C'est un gars rapide. C'est un gars, il a 19 ans seulement. C'est un gars rapide. C'est un gars qui semble avoir du ballon aussi. Peut-être un peu foufou. Il faut encore peut-être aussi choisir sa position, mais Jackson Hopkins. Et le troisième, c'est mon joueur préféré après Eric Williamson, c'est Cameron Harper des Red Bulls, qui est toujours pas titulaire dans cette équipe-là aussi. C'est un ailier, c'est un gars qui a joué aussi latéral l'an dernier, Cameron Harper. Mes milieux. Il faudrait avoir des ailiers hein, pour pouvoir voir ça. Ouais, c'est ça. Mais là, on ne sait jamais. L'année prochaine, peut-être que tu reviens, tu changes de système. Hein, peut-être tu joues 4-2-3-1 ou 4-3-3, dépendant de l'entraîneur qui est là, ou peut-être même l'entraîneur qui reste. Donc. J'ai des milieux défensifs. On l'a vu, Sean Zawadzki de Columbus. Est-ce qu'ils le veulent? Parce qu'ils l'aiment beaucoup là-bas, mais est-ce qu'ils veulent le garder à 23 ans? Il est top. On l'a vu. On n'a pas fait jouer défenseur central? Oui. Défenseur latéral gauche. Milieu à la base. Je sais qu'il est milieu à la base. Sur ta liste, c'était moi qui ai mis une option dessus. OK, je te le donne, Zawadzki. Je vais mettre un. Oh, c'est trop aimable, merci. Justin Hack. Moi, ça. New York City. Le CF Montréal a fait encore une offre. Il pourra revenir à la charge. Jasper Lofelsen du Real Salt Lake. Ouais, ce serait intéressant, lui. Ils ont fait une offre. Lui, ben, je sais que tu l'as toujours aimé aussi. Je me rappelle quand on a fait des matchs à série l'année passée de Salt Lake, c'est ça? Top. Puis des défenseurs latéraux, Michael Halliday d'Orlando, qui est encore jeune. Puis un joueur plus vieux, mais que j'ai adoré avec Houston, malgré leurs uniformes lettres orange. C'était mon joueur préféré. Puis il est allé à Austin, puis il n'existe plus. Adam Lundqvist, latéral gauche. OK. Est-ce que c'est inquiétant que ce soit le seul point, parce qu'on parle de projet, là, est-ce que c'est dans une certaine mesure que on se fie là-dessus, sur ce recrutement interne, que ce soit la seule... Oui. Ils ont sorti la liste des masses salariales, là. Puis moi, je vous ai dit, c'est pas la masse salariale qui m'importe. C'est combien que tu investis, combien que tu as fait mis en transfert. Puis Orlando, là, sont peut-être à dernière place, mais je suis désolé, mais ils ont acheté Facundo Torres pour 7 millions US. Hein. Puis c'est avec des incentives, ça veut dire, ils seraient où, eux autres, dans la stratosphère de transfert? Je pense pas qu'ils seraient derniers. Donc, Montréal serait fort probablement
serais toujours à la même place, je pense, quand tu ferais l'exercice de mettre qui a mis de l'argent, puis qu'est-ce que cet argent te rapporte présentement, puis combien que tu en as mis. Puis le CF Montréal, c'est majoritairement du TAM et des échanges en grande majorité. Si c'est pas juste ça. Non. Ou des joueurs libres. Moi, sur ta liste, Zawadzki, vous avez mis une option dessus. Fait que Zawadzki, c'est sûr. Harper aussi, parce que je me rappelle du match où on l'avait repéré. Il y a un gros potentiel. Je rajouterai un gars, mais il va être dur à aller chercher à ce stade-ci. Mais tu peux pas l'avoir sur ton radar après cette année. C'est Ali Ahmed, Vancouver. Ah oui. Ah ouais. Ouais, ça, ce sera un gars intéressant. Vraiment. Assurément de Vancouver. Lui, j'avais sur ma liste, c'est Robert Taylor, mais je pense qu'il ne qualifie pas un peu dans ta liste non plus. Angel Di Maria de Miami, c'est ça. Il est en moderne, c'est ça, exact. Taylor, il va rester à Miami, donc ils vont pas. C'est ça, puis tu peux pas le convaincre. Garde, tu veux-tu jouer avec le Dream Team des temps modernes ou tu veux-tu aller ailleurs? Moi, j'ai recherché d'avoir un Pedro Vité, parce qu'il n'est pas un partant clair là-bas, parce que Ryan Gold est devant lui. Donc, tu sais que là, tu as un Vancouver. Ali Ahmed, c'est que c'est un jeune joueur de Vancouver que les autres, ils ne laisseront pas passer pour Oswin pas cheap. Tu as Akinola à Toronto qui ne veulent rien savoir de lui, ils l'ont envoyé en prêt. Est-ce que tu fais un pari sur un joueur qui est un peu fini, mais qui n'est pas très vieux? Parce qu'il y a quoi, 25, 26? Je pense à peu près, oui. Donc, comme attaquant, parce que à la fin, comme je dis, c'est un exercice parce qu'il ne te coûterait rien, mais Akinola, c'est un peu un Romel Kyoto plus jeune. Moi, je suis d'accord. Moi, je dis, l'an dernier, il était en fin de contrat, je pense, où je disais, allez, let's go, si t'es Montréal, vas-y, là. Je veux dire, à ce stade-ci, en plus, sa valeur a tellement dû chuter que je pense que ça fait partie des paris que peut bien aimer Olivier Renard. Moi, j'irais. Puis, je vais lancer une bombe aux partisans de Montréal. Comment vous verrez? On va finir là-dessus. Parce que si Romel Kyoto ne revient pas, moi, à Toronto, c'est un joueur que je suis pas mal sûr qu'ils appellent pour avoir. Qui? Akinola? Romel Kyoto, je parle de l'inverse, là. Un joueur qui partirait. Mais Kyoto s'en irait à Toronto? Kyoto. C'est John Herdman. Wow. C'est intéressant. On va finir là-dessus, je pense. Pas le choix. C'est quoi le pourcentage que ça se termine en bagarre entre Kyoto, Insigné, Bernard? C'est ça. Il va se prendre un carton rouge contre sa propre équipe. Over-under, un match et demi. Il ne pourrait jamais aller là, mais bon, je veux juste dire, c'est juste parce que Romel Kyoto sur le marché, il y a quand même beaucoup de problèmes. Toronto, il voulait Camacho, Kyoto, c'est bien, c'est intéressant. Ok, je prends. Ils sont jaloux, Toronto. Je n'ai pas dit qu'ils veulent qu'il y ait Toronto. J'ai dit, si j'étais Toronto, je l'ai dit déjà au début de l'année, si j'étais Columbus, moi, j'irais chercher Rudy Camacho à la fin de l'année, pas pendant l'année, là, parce qu'il dit qu'il n'y a plus de contrat, puis il fit dans le moule. Et si tu veux quelqu'un qui est un finisseur clé, mais là, après ça, c'est sûr. On ne sait pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de contrat. Pour la MLS aussi, il devient alléchant aussi. Il y a des problèmes physiques, là, mais ça devient intéressant, Kyoto, quand même. Pas de contrat. Libre en plus. Top. OK. Bon, mais merci. Petite plug, Vincent et moi, on est à LA. Drinking in LA, en fait, c'est même Kevin aussi. Drinking in LA. L'arrivée vers l'ouest, parce que justement, à Vancouver, on a un petit pépite en Ryan Gold. Donc, après ce jeu de mots, merci, on se voit aller. Je pense qu'on est rendu là. Je pense que va t'enregistrer pour ton vol, Kev. Danny Love, il en sort des pépites. Oui, bon, on va être description de cette série LAFC Vancouver qui, écoute, je suis dans ma préparation, mais ça va vraiment être excitant. C'est la 5e fois qu'ils se rencontrent cette saison. Le dernier match, ça a brassé. Crépeau de Santos qui revient face à leur ancienne équipe. Ça va être vraiment intéressant. J'espère que. Une équipe de surprise, moi. Ils sont capables. Je sais pas, c'est coup de cœur cette année, la façon qu'ils jouent, puis Sartini a une personnalité. Donc voilà, peut-être qu'il pourrait. Au football, il dit tu peux pas battre une équipe 3 fois de suite. Vancouver, il faudrait qu'ils perdent 3 fois de suite ou 3 mauvais résultats de suite contre LAFC, si on compte le dernier match de la saison. Donc, ça pourrait être une bonne surprise. Moi, je serais pas surpris. Le firepower de la LAFC, c'est bien. Tu les as fait souvent cette année, hein, Pat? Vancouver? Vancouver, j'ai fait 2 matchs. 2 matchs des autres. 2 matchs? J'ai suivi un peu plus. J'ai regardé des matchs un peu plus parce que j'étais vraiment curieux de leur équipe. Puis les facteurs qui ont Richie Laria, Sam Adekugbe, Junior Led, je dirais que c'était une bonne prise pour la fin de saison. D'apporter de cette expérience-là, des gars qui ont passé à travers la qualification Coupe du Monde, puis que je pense peut apporter un plus à ce groupe. L'Aria était top. Il y a quelque chose d'intéressant de comment ils ont fini la saison et avec les pièces qu'ils ont ajoutées au courant de la saison. L'Aria était top au dernier match. D'ailleurs, c'est lui qui va chercher les 2 penalties, 2 penalties ratées de Ryan Gold en plus. La pépite.
Bon, OK. Patrice, merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup. Kevin, merci beaucoup. Je m'appelle Frédéric Laure. Merci Bon de nous match, avoir messieurs. téléchargé. Ouais. Passez un bon week-end. Bonne série de la MLS aussi. Content de vous avoir parlé de ce bilan. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. On est toujours ouvert à ça, autant sur YouTube que sur nos médias sociaux. Ben voilà, portez-vous bien. Puis si vous êtes encore en jogging, j'espère qu'on est arrivé au bout de votre jogging avec vous. Voilà, c'est ce que je nous souhaite dans tout ça.